Il m'a paru beaucoup plus excitant d'étudier les emblèmes, les symboles, les fêtes, les commémorations, les musées, les archives, tous ces lieux où s'est condensé, incarné, exprimé la mémoire nationale. Pierre Nora, fondateur de la notion de lieu de mémoire, rajoutera à propos de sa définition: et puis qu'il fallait évidemment entendre lieu à la fois au sens le plus concret et au sens le plus élaboré du terme. L'atelier de Cézanne, situé sur la colline des Loves à Aix-en-Provence, rentre parfaitement dans cette définition. Cette montagne Sainte-Victoire est peut-être ce qu'on retient le mieux de ce peintre, né à Aix en 1839. À la fin de sa vie, au tournant du XXe siècle, il décide de se faire construire un atelier où il concevra une partie de ses toiles majeures, notamment sa série des Grandes Baigneuses. Conçu comme un lieu de travail, Cézanne y reçoit peu de visiteurs. Lui qui craignait qu'on lui mette le grappin dessus, il n'est pas certain que l'engouement aujourd'hui autour de sa figure l'aurait réjoui. Il était en tout cas loin de s'en douter. L'atelier est désormais un lieu ouvert au public et constitue une étape incontournable pour les circuits touristiques. L'atelier est un lieu de mémoire. Mais quelle mémoire reçoit-il ? Le 22 octobre 1906, Cézanne quitte l'atelier pour ne plus jamais y revenir. Il laisse derrière lui des centaines de toiles, pour certaines inachevées, qui se disperseront peu à peu. Le temps pour l'atelier semble suspendu, plus personne n'y met les pieds. 15 ans plus tard, en 1921, Marcel Joinnon, plus connu sous le nom de Marcel Provence, le rachète. En 1923, Marcel Provence rachète le lieu et il va le conserver, faire même les premiers inventaires de tout ce qu'il va trouver ici, prendre les premières photographies et effectivement, lui, vivre au rez-de-chaussée pendant 31 ans, ce que Cézanne ne fera jamais auparavant pour conserver véritablement le lieu tel qu'il était à la mémoire de Cézanne. En 1951, à la mort de Marcel Provence, la question du devenir de l'atelier se pose. Il n'a pas d'héritier et son sort semble être voué à la destruction, car il est frappé de plein fouet par le contexte immobilier d'après-guerre. Face à l'explosion démographique, la France manque terriblement de logements et on cherche de nouveaux terrains pour bâtir. La construction de la cité Besson dans les années 1959-1961, à quelques mètres seulement de l'atelier des Loves, témoigne de la crise immobilière qui le menace. Et donc ces héritiers, eux, sont plutôt motivés par la vente des 7000 m² de terrain qui pourraient profiter à des promoteurs qui, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, souhaitent agrandir Aix-en-Provence et là aurait dû fleurir normalement un lotissement. C'est sûr, c'est une histoire dont on n'est pas très fier parce que la ville veut détruire l'atelier en 1952. Donc la majorité des toiles vont être vendues aux États-Unis. Le fils de Cézanne découvre les 500 toiles qui se trouvent au rez-de-chaussée ici de l'atelier, veut les vendre le plus rapidement possible et ce seront donc les Américains qui vont les acheter par lot de 10. Plus initiés au potentiel des lieux ayant appartenu à Cézanne, les Américains lancent un appel pour sauver l'atelier. James Lord et John Rewald qui vont créer une fondation, notamment 114 donateurs, les Rockefeller par exemple, contribueront à sauver l'atelier, à le racheter pour le sauver de la destruction. Après avoir sauvé l'artiste de l'oubli, les Américains cherchent à rendre l'atelier des Loves à la France, pays natal de Cézanne. Et donc une fois que l'atelier est racheté, ils vont vouloir l'offrir dans un premier temps à l'État, mais l'État n'en veut pas. Donc le Cézanne Memorial Committee va se retourner vers le département, mais le département n'en veut pas non plus, vers la ville, qui n'en veut pas non plus, et enfin vers l'université, donc qui accepte le don. Et le 8 juillet 1954, l'atelier de Cézanne est ouvert au public. Face à l'obligation de conserver ce lieu, une nouvelle conscience émerge. La démarche pour récupérer Cézanne est lancée. En 1967, la ville récupère l'atelier à l'université et y installe un gardien qui deviendra plus tard son conservateur. Peu à peu, l'idée d'une mémoire autour de Cézanne se dessine. À défaut de pouvoir récupérer les œuvres de l'artiste, qui sont pour la plupart aux États-Unis, on décide d'investir les lieux rattachés à son histoire.
Mais pourquoi, alors qu'à sa mort, la ville d'Aix-en-Provence inscrit Cézanne sur les registres en tant que rentier et non comme peintre, la ville souhaite-t-elle se réapproprier peu à peu la figure de Cézanne ? Jean-Marie Drault, auteur d'un documentaire consacré à Cézanne en 1957, constatera : tout en marchant à côté de lui, je pensais qu'il était juste de voir la sollicitude d'aujourd'hui effacer un peu l'incompréhension du temps passé. Pierre Nora met des mots sur cette nouvelle conscience qui émerge. Nous sommes à un moment assez particulier où bascule d'une certaine façon dans l'histoire tout un capital mémoriel que nous vivions spontanément. C'est ce moment au fond que les lieux de mémoire veulent saisir. L'atelier fait partie de ce capital mémoriel qui bascule peu à peu dans la mémoire des Aixois. Pierre Nora dira : L'histoire s'écrit désormais sous la pression des mémoires collectives qui cherchent à compenser le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'était jusque-là pas vécu comme tel. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe perd son monopole. Elle laisse sa place de leader mondial aux États-Unis et la vague de décolonisation fait émerger les pays du tiers-monde. Elle n'est plus la seule à écrire l'histoire. On prend également conscience du potentiel destructeur de l'homme avec l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Autant d'éléments qui tournent une page décisive dans l'histoire. La culture devient un nouvel enjeu, susceptible de renouer avec un passé que l'on juge glorieux. On prend aussi conscience du potentiel patrimonial qui nous entoure. Des initiatives politiques en faveur de la culture voient peu à peu le jour. Pour que tout ce dont nous disposons puisse se répandre et être vu, entendu, connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de chez nous. Quand on pense patrimoine, on pense toujours château, église, cathédrale, grands monuments en pierre. Et on oublie parfois que notre patrimoine, c'est aussi l'habitat rural, des instruments de la vie quotidienne qui illustrent un mode de vie. La seconde moitié du XXe siècle voit aussi l'essor du tourisme, en partie dû à l'instauration d'une 3e puis 4e semaine de congés payés, en plus du développement des moyens de transport. En 1998, on pense que l'atelier peut s'inscrire dans cette logique touristique et à l'occasion du départ à la retraite de son conservateur, il revient à l'Office du tourisme d'Aix-en-Provence. Parce que l'Office de tourisme d'Aix est un établissement public industriel et commercial, il y a donc la possibilité non seulement de toucher des subventions, mais aussi et surtout de pouvoir développer ses propres recettes. C'est une logique particulière qui s'installe dès lors. Il s'agit d'améliorer sa capacité et sa qualité d'accueil, d'améliorer sa fréquentation et, in fine, le chiffre d'affaires. En même temps, Cézanne acquiert un engouement de plus en plus important. Son historiographie évolue. On redécouvre le potentiel de ses œuvres et on organise de grandes expositions. C'est le cas pour le musée Granet, à Aix-en-Provence, qui voit 3 grandes expositions. L'année 2006, proclamée Année Cézanne, constitue l'apogée de cet engouement, et l'on atteint des records de fréquentation. Pour l'année 2006, par exemple, ou les 100 ans de la mort de Cézanne, où on a vu beaucoup de monde passer la porte de l'atelier. C'est une année, effectivement, qui restera une année marquante. C'est à l'occasion de l'année Cézanne que l'on crée le circuit intitulé « Les pas de Cézanne », continuité logique de l'ouverture de l'atelier au public. Il s'inscrit dans cette politique qui était de faire éclater l'offre culturelle, qui ne passe plus désormais par les seuls grands lieux de culture. Au final, tout devient sujet à être culture. Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Que viennent alors voir les visiteurs ? À la vue des nombreux changements qui ponctuent l'atelier, que demeure-t-il d'authentique ? Ce qui fait l'originalité du lieu, c'est évidemment, je dirais que tous les objets qui sont ici sont d'origine, ont appartenu à Cézanne. Alors bien sûr, ils n'étaient pas tous disposés exactement de cette manière dans la pièce, dans l'atelier, puisque c'était avant tout un atelier, donc un lieu de travail pour Cézanne. Mais tous lui ont servi, ont pu lui servir de modèle, comme ceux qui se trouvent ici derrière moi, et qui sont à la fois des objets de souvenir affectifs pour Cézanne, mais également des vrais objets qui lui serviront donc comme modèle pour réaliser ses natures mortes notamment. La mise en scène de l'atelier et la disposition des objets donnent ainsi l'impression aux visiteurs que Cézanne y travaille toujours. L'intérieur n'est pas le seul à avoir connu de légères transformations, l'extérieur aussi.
Parce que le jardin, effectivement, a connu quelques transformations de par la végétation. Les arbres, en définitive, étaient plus petits. Pas qu'ils étaient plus jeunes, mais c'était des arbres différents qui ont crevé avec le gel en 1956. Et la mairie a souhaité laisser pousser d'autres arbres comme ça pour nous cacher un petit peu de l'urbanisme grandissant et garder l'atelier dans son écrin. Ainsi, l'atelier tel qu'il nous est présenté aujourd'hui ne reflète pas exactement ce qu'il était à son origine. Ce lieu a été repensé à des fins touristiques. Cézanne écrivait à Émile Bernard le 12 mai 1904 que l'art ne s'adresse qu'à un nombre extrêmement restreint d'individus. Que viennent alors voir les gens à l'atelier et que peuvent-ils y comprendre ? Le projet de l'atelier, je dirais, est double. À la fois de continuer à préserver ce lieu qui est un lieu de mémoire dédié à Cézanne et en même temps de le faire vivre, ce qui est toute la complexité. Guy Debord affirme dans les années 60 : toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. L'atelier serait alors un de ces spectacles, et ce qui était directement vécu par Cézanne au début du siècle se serait éloigné dans une représentation au fil du temps. Visiter l'atelier aujourd'hui, c'est aller voir l'image de Cézanne.